Chaque année, ils sont face à des élèves brillants, des élèves moyens et parfois des élèves au caractère difficile. Malgré tout, ils tiennent le coup, non pas par faiblesse, mais parce que le métier d'enseignant demande de s'adapter à tous les types, à tout type des élèves et à toutes les situations. Bonjour à tous et bienvenue dans Anecdote. Notre invité du jour est un enseignant de mathématiques depuis 1999. Il va nous raconter son parcours, mais aussi nous expliquer quelques anecdotes qu'il a vécues avec ses élèves au lycée de la Révolution à Brazzaville. Bonjour Monsieur Edgar. Bonjour Monsieur le journaliste. Alors, merci d'être venu pour parler avec vous de votre expérience, nous partager plutôt votre expérience en tant qu'enseignant de mathématiques. Alors, c'est depuis 1999 que vous êtes au lycée de la Révolution. Vous m'avez dit que vous n'avez jamais été muté depuis que vous avez commencé. Non, merci beaucoup Monsieur le journaliste. Et effectivement, c'est depuis 1999 que je suis professeur de mathématiques au lycée de la Révolution. Nous avons commencé après la guerre du 5 juin. À l'époque, quand la guerre a pris fin, bon, il y avait carence d'enseignants dans les différents établissements de Brazzaville. Bon, étant sorti, comment on appelle, de l'université, on s'était rendu compte qu'il était mieux d'aller porter main forte à l'État. Et comme il n'y avait pas d'enseignants, et nous avons pris le courage à bras le corps, nous sommes allés au lycée de la Révolution, au service de la scolarité, on nous a affecté, n'est-ce pas, à la direction des études, et c'est là où nous avons été reçus, et puis nous avons inscrit nos noms, on nous a appelés comme ça, et puis bon, c'est parti, on a commencé à enseigner. Donc depuis 1999, je n'ai jamais été muté, je suis toujours au lycée de la Révolution. Et on vous voit souvent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser peut-être à rédiger ou à écrire un livre où vous relatez votre parcours en tant qu'enseignant, vous vous expliquez votre expérience avec des élèves en classe? Oui, oui, ça m'a toujours... j'ai toujours été tenté par cela, si bien que j'ai un PC, un ordinateur qui relate tout, hein, tout le parcours, tout ce que je vis avec les enfants. Ça m'a toujours été arrivé comme ça, de pouvoir écrire. J'ai déjà écrit deux romans, malheureusement ce n'est pas dans le cadre spécifique actuel dont nous parlons. Donc ça m'arrive, je pense qu'un jour viendra où je pourrai mettre tout ça, relater tout ça dans un bouquin et pour mettre à la disposition de tout le monde afin que ceux qui pourront peut-être emprunter, n'est-ce pas, le métier de l'enseignement puissent se nourrir de notre expérience. Donc ça m'arrive, j'ai des écrits, des récits que je garde et qu'un jour je pourrai les mettre à la disposition de tout le monde. Ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux se rendent compte que vous êtes très proche de vos élèves. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes très sociable? Tout à fait, je suis très social. Vous savez qu'avec nos enfants actuels, le rapport enseignant-élève n'est plus comme n'est plus comme à l'époque. Aujourd'hui, il faut être plus proche des enfants, Exactement. Les écouter et comprendre leurs doléances. Parfois même, comment on appelle, s'amuser avec eux, ça leur permet de briser ce mythe-là et de venir vers vous. Vous savez qu'hier, il y avait un grand mur entre le prof et l'élève. Mais aujourd'hui, nous avons fait un effort d'essayer un peu de briser ce mythe-là et pour donner la possibilité à l'enfant de pouvoir, n'est-ce pas, se rapprocher du prof et essayer un peu d'exposer ses problèmes. Nous les écoutons à longueur de journée, eux aussi nous écoutent, on essaie un peu de créer une ambiance comme ça pour ne pas qu'ils soient trop loin de nous, afin qu'ils aiment également le milieu éducatif et cela nous permet également d'évoluer dans les bonnes conditions. Vous nous avez parlé dès le début de comment est-ce que vous êtes arrivé au lycée de la Révolution. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire l'enseignement, M. Edgar? Bon, l'enseignement, je comprends, apparemment c'est d'abord une vocation. C'est une vocation parce que je n'ai pas commencé à enseigner au lycée de la Révolution. Officiellement, j'ai commencé à enseigner au lycée de la Révolution. En tant que fonctionnaire d'État? En tant que fonctionnaire d'État. D'abord, à l'époque, on était sûrement des simples vacataires, hein, des prestataires. Donc, j'ai commencé là, mais depuis que je suis sur le banc de l'école, quand j'ai eu le brevet en 1989, j'ai commencé à enseigner ce qui était en troisième. Donc j'encadrais des arts à la maison, j'encadrais dans les domiciles, j'encadrais dans les familles. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était une vocation. Bon, pourquoi faire profiter un petit nombre? Il était mieux de faire profiter un grand nombre, donc ça allait profiter à tout le monde. Ce qui m'avait poussé, n'est-ce pas, d'aller au lycée de la Révolution. Donc la vocation est là, c'est pas par simple enthousiasme, hein, la vocation est là, j'aime bien le métier d'enseignement et je me donne beaucoup plus à ce travail-là parce que c'est un travail qui me permet également d'être en relation avec les enfants et de garder notre forme. Vous savez bien qu'on a l'habitude de dire que les enseignants ne vieillissent pas. Et tout à fait, nous sommes là, on est en forme avec, on monte les escaliers, on descend tous les jours, donc c'est une vocation en fait, c'est une vocation. Alors, quelle est la chose la plus difficile lorsqu'on est face à des élèves pour une première fois?
Bon, mais pour une première fois, c'est pas toujours facile. À l'époque, ça pouvait se passer. Quand nous avons commencé en 1999 jusqu'au mois 2000, 99 à 2000, 2002, 2003, jusqu'au mois 2005, ça marchait bien, mais aujourd'hui, ce n'est pas facile. Vous voyez, vous arrivez dans une classe pour une première fois. C'est une fille qui lève le doigt, qui dit, monsieur, ne parlez pas encore, laissez-moi d'abord deviner votre matière. Ça, c'est une élève, hein. Monsieur, laissez-moi deviner votre matière. Tu es tranquille, on te le regarde. Tu viens dans une classe pour la première fois, tu t'es même pas encore présenté. Tu l'as dit, monsieur, laissez-moi deviner votre matière. Il regarde comme ça, il te regarde de haut en bas, après il dit, monsieur, vous êtes prof d'anglais. Ça, c'est une élève qui devine. Après, il y a une autre qui dit, monsieur, moi, monsieur. Tu te poses la question de savoir, est-ce que j'ai posé la question aux enfants pour qu'ils s'acharnent à me poser cette question-là? Moi, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, vous êtes un prof de mathématiques. Si ce n'est pas le cas des Boma, ils ont l'habitude d'employer un terme, les Boma, si ce n'est pas le cas, vous êtes un prof de mathématiques. Et tu vois, il y a un qui te regarde, il te dit, le monsieur a une alliance, donc il est marié. Ça sont les élèves, hein, des tout petits. Ah, le monsieur a une alliance, donc il est marié. Oh, le monsieur est marié, il a fait un effort. Hein. Et un autre qui dit, est-ce que dans la vraie vie, il est vraiment marié? Ou il a porté son alliance pour venir nous embrouiller? Oui, déjà, c'est comme ça. Donc, dans un point, c'est une humiliation totale. Si vous n'avez pas de caractère, aujourd'hui, ce n'est pas facile. Donc, c'est une série de questions. Et il y a un qui te regarde, et par maladresse, tu vas peut-être laisser une empreinte du pressing sur ton habit. Le monsieur met des habits aussi au pressing. J'ai vu une étiquette du pressing. Enfin, c'est difficile. Et parfois, c'est le chef de classe qui se met debout, dit, mais évitez ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas votre ami là. Hein? Laissez le monsieur. C'est un papa quand même. Il faut quand même le respecter. Vous voyez, tout ce temps-là, tu es comme humilié. Donc, ce n'est pas facile. Donc, pour intégrer ce milieu d'enseignement aujourd'hui, ce n'est pas facile. Donc, il te pose des questions bizarres. Et parfois, tu as envie de répondre, mais tu te dis, mais pourquoi répondre? Pourquoi dire aussi, pourquoi s'énerver devant ces enfants-là? Et tu vois parfois un qui dit, monsieur, iPhone 1 Pro Max, là il voit ton téléphone, mais le monsieur iPhone 1 Pro Max, et toute la classe se met à rire. Vous voyez, donc c'est difficile. Donc aujourd'hui là, c'est un milieu difficile. Parfois tu as comme l'impression que, est-ce que je suis dans un hôpital psychiatrique, je suis dans un cabanon ou comment? Donc chacun sort, il rentre, donc en tout cas ton autorité est bafouée. Complètement bafouée. Et oui, l'autorité est bafouée, mais quand c'est comme ça, quel est le caractère que doit avoir un enseignant vis-à-vis de ses élèves? Non, quand c'est comme ça, là, le premier réflexe, c'est qu'on se rend compte qu'on a aussi des enfants. Et donc, d'ailleurs, les caractères ne sont pas aussi trop différents de ceux qu'on voit ici. Parce que c'est ça le problème. Quand on arrive devant ces enfants-là, il faut se comporter comme un père. Exactement. Il faut avoir une vue générale des enfants. Ces enfants-là, tels qu'ils se comportent comme ça, est-ce qu'à la maison, chez moi, c'est différent? Tu te rends compte qu'ils ont pratiquement les mêmes comportements. Et dans ces conditions, tu révèles, n'est-ce pas, le caractère du père. Tu révèles la veste du père et tu essaies un peu de prendre ton calme. Tu essaies un peu de les regarder, parce que c'est une agitation. Parce que si vous les croisez, comment on appelle, individuellement de la cité, ils ne se comportent pas comme ça. Oui, donc on appelle ça l'effet de masse. Donc quand ils sont ensemble, c'est un comportement qui vont commencer à emprunter comme ça et ça te laisse perplexe. Donc avec un peu d'expérience, tu révèles le caractère du père, tu révèles la veste du père, tu essaies un peu de garder ton calme jusqu'à ce que tu puisses, n'est-ce pas, maîtriser la salle. Parce que si tu te mets énervé, vous serez tous identiques. Voilà, donc on essaie un peu de faire un peu avec. Voilà, c'est un peu ça. Alors, entre vous, des enseignants, vous avez quand même aujourd'hui 27 ans d'expérience. 27, oui. Oui, 27 ans d'expérience. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous identifier entre vous, les enseignants, qui est bon, qui est moins bon, qui est meilleur entre vous? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, là, bon, surtout avec la nouvelle génération des enseignants, on se connaît. Hein. Parfois, tu passes là dans une salle de classe, je suis prof de maths. Tu vois ce que le jeune écrit au tableau, c'est pas ça. C'est complètement faux. Donc, tu vois, il est en train de résoudre l'exercice, la méthode qu'il est en train d'emprunter jusqu'à la fin, tu sens que c'est faux. Mais tu vois l'engouement avec lequel les enfants sont en train de recopier. Et ça fait mal. Donc, on peut le distinguer. Puisque celui-là ne fait pas bien, l'autre fait bien, ainsi de suite. Mais sauf que cette jeune génération n'accepte pas les conseils. Quand vous les appelez, pour eux, c'est comme une manière de les diminuer. Vous voyez déjà, mais on fait ça pour le profit des enfants. Parce que les enfants sont les cibles principaux. Maintenant, tu es un enseignant, tu viens, tu n'as pas préparé ton cours parce qu'ils ne se préparent pas. Généralement, ils ne se préparent pas, ils viennent en classe, c'est comme des stars. Bon, ils se mettent à écrire pour avoir l'approbation des enfants. Mais malheureusement, ce sont des fossés qui transmettent aux enfants. Mais finalement, qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous êtes dans la salle des profs entre vous? Quand nous sommes dans la salle de notre cours, il y a des moments où on s'interpelle, on se dit, jeune homme, regarde ce que j'ai vu dans le tableau, cette équation-là, on ne la résout pas comme ça, voilà ce qu'il faut faire. Bon, il y en a qui acceptent. Il y en a qui acceptent, c'est réprimandes, ils pensent que bon, c'est un doyen qui m'a parlé, mais par contre, pour d'autres, ils pensent que bon, c'est une manière de les diminuer. Voilà, c'est un peu ça. Mais malheureusement, ils continuent dans ce rythme-là et ce sont les enfants qui sont perdus. Donc, même les résultats que vous voyez dans les examens aujourd'hui là,
tout part de là, tout part de là. Voilà. Moi, j'en ai vu, par exemple, lorsque je préparais des concours de Marie Ngouabi, un enseignant qui m'a pris dans un centre d'encadrement, on était en train de rédiger une équation, de résoudre une équation, et à un moment donné, nous étions calés, on n'arrivait plus de s'en sortir pour trouver la solution. Et l'enseignant nous dit, on s'arrête aujourd'hui, on garde l'exercice, revenez demain, mais à condition que chacun aille faire des recherches. Est-ce que c'est une bonne technique pédagogique pour un professeur? Non, c'est le manque de préparation. Parce que l'enseignant, c'est quoi? L'enseignant, le but principal, c'est de faire en sorte que l'enfant n'ait plus de difficultés à traiter un certain nombre d'exercices. Donc, dans un premier temps, tu dois travailler à la maison, voir tous les contours possibles de l'exercice, regarder tous les points et les coins. Mais si on arrivait à ceci, parce que tous les enfants n'ont pas la même capacité de comprendre. Non. Ils n'ont pas la même capacité, ils n'ont pas les mêmes facultés. Donc, à la maison, tu dois prendre toutes les possibilités. Et tu peux avoir un exercice que tu peux résoudre en 3-4 méthodes. Parfois, il y a une méthode où les enseignants ne comprennent pas, tu es obligé de changer de méthode. Donc, c'est un peu de préparation. Donc, le but principal, c'est de satisfaire l'enfant. Que l'enfant soit satisfait à la sortie du cours, qu'il n'ait plus de difficultés. C'est la raison pour laquelle, toi, l'enseignant, tu dois en quelque sorte mourir, s'il faut dire, pour que l'élève puisse avoir la vie. Tu dois mourir pour que l'élève puisse avoir la vie. Mais si tu ne prends pas le temps de te préparer, alors l'enfant sera en difficulté. Non, mais il y a quand même aussi, des fois, c'est l'élève qui vous présente un exercice pendant que vous êtes en train de faire cours. Quelle attitude vous devez avoir? Oui, ça arrive. Mais la meilleure manière de faire, c'est de pousser l'enfant à le faire. Vous demandez à l'enfant d'aller au tableau, et pendant qu'il est au tableau, ça vous permet d'avoir des idées. Alors, lorsque vous envoyez l'élève au tableau, ça veut dire que vous-même, vous êtes en train de réfléchir. Tout à fait, mais on n'est pas capable de tout faire. Et on peut vous surprendre par un exercice dont vous n'avez pas peut-être la capacité de le faire, mais au moins la manière, parce que là, vous êtes derrière le temps. Vous êtes pressé par le temps. Vous avez 2 heures de cours. Un enfant vous amène un exercice. C'est bien bon. Il y a des exercices où tu prends facilement, tu vas le faire au tableau, mais ce n'est pas trop prudent. Parce que qu'on ne veuille ou pas, pour un bon enseignant, lorsqu'il va en classe, pour tous les exercices qu'il prépare, il doit avoir le corriger. C'est obligatoire. Un enseignant qui va en classe sans corriger, c'est un faux enseignant. Tu dois avoir ton corrigé. Lorsque tu envoies un enfant au tableau, tu regardes également ton corrigé. C'est normal. Mais nous avons des enfants, ne vous en faites pas. Vous pouvez envoyer un enfant au tableau, il te propose une méthode meilleure que la vôtre. Il y a des enfants comme ça. On a des enfants calés. Il va au tableau, il te prépare une méthode meilleure que la vôtre. Et moi, je prends note. Quand je vois comme ça, je prends note. Je dis, ça, en tout cas, ça a été très bon. Je prends note. Mais par contre, quand un enfant t'amène un exercice, pour être plus prudent, il est mieux de demander à l'enfant de passer au tableau. Parce que c'est son exercice. Et quand il est au tableau, tu te l'orientes. Au fur et à mesure qu'il est au tableau, toi aussi tu as des idées. C'est comme ça. Parce qu'il y a des élèves qui viennent même avec l'idée de tenter les... Oui, il y en a, on a vu des enfants. Oui, on a vu des enfants comme ça. Il y en a même qui fabriquent même l'énoncé. Ça vous est déjà arrivé? Oui, ils modifient, mais ça, je suis déjà quand même âgé, je comprends ça. Il y a un enfant, je comprends que l'enfant a modifié l'énoncé. L'énoncé n'est pas celui-là. Donc tu vois, il peut mettre une petite coquille quelque part, tout ça pour t'avoir. Mais en tant que sage, aujourd'hui, je pousse à l'enfant d'aller au tableau. C'est toi qui as amené l'exercice, tu es capable de le faire, tu vas au tableau et on va travailler ensemble. Mais sinon, en général, d'une manière générale, ce n'est pas une bonne idée. Comprenez? Ça se fait en aparté. L'enfant a un problème, il amène l'exercice de la salle de prof, vous discutez avec l'enfant. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé du manque de briser la barrière entre les élèves et le prof. Quand on a brisé cette barrière-là, on peut travailler avec l'enfant à n'importe quel moment. Il n'y a pas de problème. On peut aller dans une salle de classe, même dans un coin, on peut travailler avec l'enfant. Mais la mener en public comme ça n'a toujours pas été une bonne chose. Voilà. Il y a des exercices que tu peux faire sans problème. Mais il y en a aussi, ça nécessite beaucoup de réflexion. Or, sur ces enfants-là, donc quand tu commences à beaucoup réfléchir, pour eux, tu n'as pas pu faire l'exercice. C'est la raison pour laquelle un enseignant conscient doit prendre des précautions pour éviter de telles situations. Voilà. Et quelles sont les différentes classes que vous prenez au lycée? Je passe de la seconde en terminale, sans problème, parce qu'aujourd'hui, là, vous voyez que la plupart de nos collègues ont tendance à abandonner les classes de seconde. Ils préfèrent d'aller en classe de terminale. Parce que là-bas, on a des enfants un peu matures de tout consort. Or, ils oublient que le fondement, c'est la seconde. Quand l'enfant a raté la classe de seconde, arrivant en terminale, ça sera difficile. Vous voyez déjà, donc, raison pour laquelle j'aime prendre tous les niveaux. Donc, je parle de la seconde, de la première en terminale, pour essayer un peu de suivre l'évolution de ces enfants-là. Ça se passe comme ça. Si vous prenez seulement la terminale, alors la fondation, elle est écroulée. La maison va s'écrouler facilement parce qu'il n'y a pas une bonne fondation, il n'y a pas un bon fondement. Donc, ça se passe comme ça. Voilà. Et comment on vous appelle? Vos élèves vous appellent? Est-ce que vous avez un surnom? Non, on m'appelle souvent M. Edgar. Nombreux ne connaissent pas mon nom. Ils savent pas que je m'appelle M. Andongui. Nombreux m'appellent souvent M. Edgar. Il y a même une génération qui m'appelle M. France. Parce que moi, je m'appelle M. Andongui Edgar France. Il y a eu une génération qui m'appelait souvent par M. France. Il y en a même qui m'appellent par Ya France.
on s'habitue comme ça, bon, on ne fait pas de ça un problème, hein. C'est la famille, ce sont nos enfants, on accepte ça comme ça. Donc, vous m'avez dit la fois passée lorsque nous sommes rencontrés que vous avez des belles histoires, tout est sur votre ordinateur. Alors, quelles sont les belles que vous nous avez réservées? Bon, les belles histoires, ce sont lesquelles? Parfois, tu arrives en classe, tu dis, par exemple, tu dis que tu as un exercice. Tu dis, par exemple, une urne contient 4 boules blanches, 2 boules noires. On tire simultanément 2 boules de l'urne. Ça, c'est la probabilité. La probabilité. Il demande aux enfants quelle est la probabilité pour que les 2 boules soient de même couleur. Tu interroges un enfant. Tu vois, un enfant dit, monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'il y en a un problème? Ça, c'est l'enfant qui te dit. Mais s'il y en a un problème, ah, monsieur, on ne blague pas avec la probabilité, hein? La probabilité, on ne blague pas avec ça. Ça, c'est un enfant qui te dit ça. Bon, il y a un autre qui interroge un autre qui dit, monsieur, que les boules soient rouges ou noires. Moi, mon problème est où? Que les boules soient rouges ou noires, mon problème est où? Ça, c'est l'enfant qui te pose la question, alors c'est toi qui lui as posé la question. Il y en a même au fond de la salle qui dit, monsieur, à qui appartient ce sac? Vous tirez, on tire les boules de le sac. Maintenant, si le propriétaire du sac avait réclamé qu'il y avait de l'argent à l'intérieur, vous allez dire quoi, monsieur? Monsieur, je fais ça pour toi, je peux bien répondre à l'exercice, mais je fais ça pour toi. Parce que je ne sais pas à qui appartient ce sac-là. Peut-être avec l'argent à l'intérieur, tu auras des problèmes pour rien. Donc, ce sont des telles choses que nous rencontrons dans les salles de classe. Tu sens que l'enfant ne veut pas aller au tableau. Son problème, c'est celui-là, il ne veut pas aller au tableau. Il y en a qui vont faire, monsieur, qu'est-ce qu'il y a un problème? Donc, c'est comme si, au fait, tu te retrouves dans une position faible. C'est comme si tu as mal fait, alors que c'est un exercice qui est normal et qu'on peut résoudre avec les enfants ensemble. Donc, ce sont de telles choses que nous rencontrons tous les jours dans salle de classe. Parfois, tu dis à l'enfant, mais pourquoi tu n'es pas allé au tableau? Il dit, monsieur, moi, chez moi, dans ma famille, aller au tableau, refuser d'aller au tableau, c'est inné. Nous sommes nés comme ça, personne ne va au tableau. Non, il te dit comme ça, c'est inné. Mais finalement, pourquoi il est venu en classe? Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. Mais non, monsieur, c'est moi, ne pas aller au tableau, c'est inné. Hein. Refuser d'aller au tableau, c'est inné. Il y a un autre qui te dit, monsieur, le tableau ne fait pas partie de mon hygiène de vie. Là, il dit comme ça. Oui, il dit, le tableau ne fait pas partie de mon hygiène de vie. Ils te disent comme ça. Et ils refusent carrément. Il y en a qui disent, monsieur, chez moi, c'est spirituel. Moi, ne pas aller au tableau, c'est spirituel. Parce que quand je vais au tableau, je vois comme les gens avec des petites tailles qui me poursuivent avec des bâtons, tout comme ça, qui me disent que non, ça, c'est pas dans le domaine, laisse ça. Donc, ils créent des histoires comme ça pour te faire perdre du temps. Et quand tu n'es pas ça, tu es emporté dans cette situation-là. C'est la raison pour laquelle tu entends parfois, il y a des profs qui s'énervent. Il y en a même qui se battent avec les élèves. Comme ça, dans une salle de classe, hein, ils commencent à se battre. Mais nous, aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a, on peut faire des choses comme ça. On essaie de mettre, comment on appelle, les choses à terre pour avancer avec les enfants. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais non, lors des devoirs, il y a quand même aussi des élèves qui arrivent parfois à tricher. Oui, le devoir, il y a des élèves qui trichent. Vous avez un enfant, du début du devoir jusqu'à la fin, il n'écrit pas. Et quand il reste 5 minutes, tu vois, il commence à beaucoup écrire. Il dit, monsieur, comment au début tu n'écrivais pas? Il dit, monsieur, le réseau est revenu. J'ai eu le réseau. Ouais, déjà, il dit qu'avant, je n'avais pas le réseau, maintenant le réseau est revenu. Tu vas dire quoi? Tu es obligé de regarder comme ça. Il y en a qui sont comme ça. Ils passent d'une rangée à une autre. Donc, il prend un exercice ici, il prend un autre là, surtout même pour nos collègues qui font les lettres. Tu vois, l'enfant a dans sa copie l'introduction, il a pris à la première rangée, le développement à la deuxième rangée, et l'introduction à la conclusion à la troisième rangée. Donc la copie devient comme un homme qui a les pieds d'un chinois, vous voyez déjà, la tête d'un anglais et puis le ventre d'un américain. Donc, il mélange tout. Quand tu lui dis, mais pourquoi tu fais des choses comme ça, mon fils? Il dit, ah monsieur, pardon, laisse-moi. Tu veux que je puisse avoir 0? Et tu es obligé de regarder. Donc c'est comme ça. Vous voyez, pendant les devoirs, il y a une ambiance terrible. Parfois, vous voyez un enfant qui a déposé la copie, il est sorti. Mais il avait distribué les faussetés à tout le monde. Et tout d'un coup, comme s'il revient, ça dit, monsieur, j'ai oublié de faire ça. Il se dit, hey, toi, attention, à fois blague avec moi, moi j'ai tout pris. Attention, ne blague pas avec moi, j'ai déjà tout pris. Et il est obligé de répondre sa copie. Et quand il répond à la copie, c'est toute la classe qui répond à la copie. Parce qu'il faut faire conformément à ce qu'il fait. On les appelle les élèves réseau. Donc il est au milieu de la salle. C'est lui qui distribue à tout le monde. Et certains distribuent des faussetés. C'est la raison pour laquelle je les appelle les DAF, distributeurs automatiques des faussetés. Donc il est dans la classe, il partage à tout le monde. Et tout le monde a des copies. Et c'est une ambiance terrible. Si bien qu'aujourd'hui, il y a des enfants, il y a des jeunes qui n'ont pas pu enseigner. Quand ils sont arrivés pour la première fois, quand ils ont vu une telle ambiance, ils sont partis. Quand vous nous voyez aujourd'hui, 27 ans, c'est parce qu'on a su maîtriser ces choses. Sinon, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile. Vous avez, récemment, vous avez surveillé le bac. Est-ce que vous êtes déjà arrivé qu'un élève vous propose un billet de banque pour le laisser Oui, ça arrive. C'est la raison pour laquelle ça fait 8 ans que je participe aux examens d'État. Je ne participe plus. Parce que vous voyez déjà, il m'est arrivé une année où c'est la surveillante de salle. Moi, j'étais juré du bac quelque part. C'est la surveillante de la salle qui prend 5 000 francs d'un élève et qui prend la copie d'une autre élève pour aller remettre à cet élève-là, pour que l'enfant recopie. Et l'enfant a commencé à pleurer. C'était une fille. C'est une fille qui faisait très bien. Le garçon qui était derrière avait su que la fille l'a fait très bien.
Et elle a corrompu la dame qui était la surveillante. Madame, prenez les 5 000 francs là, prenez-moi la copie de cet enfant-là. Et quand la dame est partie prendre la copie, elle remet le petit. Le petit commence à recopier. Pendant ce temps, la fille attend sa copie. Et la fille a commencé à pleurer. Donc il y a des choses comme ça, si bien que ça fait 8 ans que j'ai aimé faire ça. Donc les examens d'État, que ce soit la correction, que ce soit tout ça, je ne participe plus. C'est pour les enfants après un chemin plus court. Peut-être que nous n'avons pas proposé. Comme je l'ai dit tantôt, il y a des enfants qui ont des méthodes un peu plus pratiques par rapport à celles proposées par les enseignants. Donc ça arrive, il y a des choses comme ça. Il y a tellement beaucoup de choses que parfois on est obligé de se retirer pour éviter d'être confronté à de telles difficultés. C'est un peu ça. Monsieur Edgar est un père de famille, vous êtes marié, vous avez une femme. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'être tenté par un élève qui vous glisse un numéro dans sa copie? Plusieurs fois. Ces 5 dernières années, non, parce que quand je me présente, je les prends comme mes enfants. Je ne pas comme les enfants, mais dans les années passées, je me rappelle bien de les années 2000, comment on appelle, 2015, 2006, non, 2006. Bon, toutes ces années-là, on a eu des cas comme ça. Vous avez un enfant qui vous dit, bon, monsieur, écoutez, j'ai besoin de vous quand on se rencontre quelque part. Vous voyez déjà une fille qui vous dit ça. Vous voyez déjà, on ne peut pas accepter les choses. Ce sont des enfants. Vous voyez, je suis un homme marié. Et déjà, bon, avec tout ce qui se passe, avec nos âges-là, si tu te mets dans de telles choses avec les réseaux sociaux, ça peut te poser d'énormes difficultés. Donc on évite ça. Mais sinon, les tentations sont là, surtout pour les jeunes enseignants. Mais pour les dernières années, c'est pas du tout ça. Hein? Parce que vous voyez qu'à l'époque, quand l'enfant venait à l'école, il avait du respect pour l'enseignant. Parce qu'il savait que la décision de sa vie dépend de l'enseignant. Vous voyez déjà, il sait que s'il a 2 en mathématiques, alors ça peut lui porter préjudice. Mais aujourd'hui, là, l'enfant cherche beaucoup plus un monsieur qui a beaucoup d'argent, qui a un iPhone 15 et 16. Vous voyez déjà, bon, les notes, il sait comment faire peut-être pour en avoir. Quoi. Le passage, il sait comment faire. Il connaît tous les rouages possibles pour arriver à avoir son passage. Et parfois, bon, aujourd'hui, ce n'est plus tout le cas. Sinon, à l'époque, c'est des choses qui ont existé parce que l'enfant venait parce qu'il savait que le professeur, c'est la personne qui détient ma vie. Vous voyez qu'il a la décision sur ma vie. Donc si je travaille mal, si mes notes mal, je peux me retrouver en difficulté. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. L'enfant connaît tous les rouages possibles pour arriver, n'est-ce pas, à décrocher, n'est-ce pas, son passage. Donc c'est un peu ça. Très proche de ses élèves, est-ce qu'il vous est déjà aussi arrivé qu'un élève vienne des élèves plutôt viennent vous voir, monsieur, viennent vous confier en fait leur secret, vous dire pourquoi est-ce qu'ils ne travaillent pas bien en classe? Oui, c'est ça, on a des enfants comme ça, Moi, en tant que prédicateur de l'évangile, quand je viens en classe, j'ai des conseils que je leur prodigue, et puis bon, il y a des enfants qui viennent nous voir, monsieur, voilà, j'ai une telle difficulté. Il y a des enfants à qui aussi on paie des cours, on paie des cours, oui, tu es un enseignant, tu paies des cours à un enfant, tu paies le centre d'encadrement. J'ai eu beaucoup d'enfants comme ça, même jusqu'aujourd'hui je le fais. Je paie des centres aux enfants, je paye le cours des centres d'encadrement aux enfants, tout comme ça. On a des enfants qui viennent nous voir avec des sérieux problèmes. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il vit dans des conditions difficiles. Si mais que moi, personnellement, je ne charge jamais un enfant qui vit en retard. Jamais, je ne charge jamais. Parce que je connais dans quelles conditions ils vivent. Je connais leurs parents. Pour certains, je connais leurs parents. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont au lycée dont le parent est un simple coopérant. Un coopérant, donc c'est un monsieur qui n'a pas de travail fixe et qui est dans l'informel, quoi. Il fait tout ce qu'il trouve. Et déjà, un enfant comme ça, vous lui demandez 200 francs. Moi, les TD, par exemple, chez moi, c'est gratuit. Les enfants ne payent pas des TD, c'est gratuit chez moi. En tout cas, les TD, les consultations, je ne demande pas l'argent pour ça. Peut-être des encadrements à domicile, tu es en face d'un parent, il y a une responsabilité devant toi, bon, tu es obligé de prendre de l'argent. Mais sinon, les enfants, personnellement, quand ils viennent me consulter, d'abord les polycopier chez moi en classe. Tel que cette année, il y a des années où je dépense un peu plus même de 50 000 francs l'année pour faire des polycopies aux enfants, dispose aux enfants avec mon propre argent. Je ne prends pas l'argent des enfants. Que ce soit les devoirs, que ce soit comment on appelle, les TD, je ne prends pas l'argent des enfants. Donc il y a des enfants qui ont des problèmes, qui ont de sérieux problèmes. Il faut les suivre. Il ne faut pas toujours les repousser. Ils viennent avec de sérieux problèmes, même des filles qui viennent comme si ils disent, monsieur, je n'ai pas mangé depuis hier. Une fille qui est en terminale dit, monsieur, je n'ai pas mangé depuis hier. Alors toi, en tant qu'enseignant, tu ne dois pas profiter. Tu dois profiter de l'occasion. Vous dites que non, je suis devant comment on appelle, une personne faible. Mais tu es obligé d'aider l'enfant. Tu l'amènes sur toi, tu lui payes tout ce qu'il faut. Parfois à manger, on paye et puis on donne. Il y a même une de mes vidéos où j'ai posté une vidéo où je mangeais avec les enfants ensemble. Je les prends comme ça. Et vous voyez que quand ils sont en face de toi, le travail c'est le travail. Ils savent que je suis rigoureux. Mais quand il faut les prendre avec moi, je les prends aussi avec moi. C'est un peu ça. Voilà. Monsieur Edgar, il y a l'école privée de côté et de l'autre côté, nous avons l'école publique. Où est-ce que le niveau des élèves est un tout petit peu raisonnable? Le niveau, bon, ça dépend. Il y a des écoles privées sérieuses, mais qui sont pas nombreuses. Ouais, elles sont pas nombreuses. Il y a des écoles privées sérieuses qui ne sont pas nombreuses. Mais d'une manière générale, le niveau, vous le trouvez un peu plus élevé dans les écoles publiques. Et parce qu'il y a l'autorité de l'État qui est là. Comparativement à une école privée, bon, c'est un monsieur qui travaille à la douane,
qui a construit un bâtiment, bon, qui a appelé ses petits frères, déjà qui n'ont rien à voir avec l'enseignement. Bon, ils sont là. J'ai été directeur dans une école, on m'avait nommé directeur, j'ai fait 3 mois dans une école privée, là, à Talanga, je tais le nom. Le surveillant général, c'était un briquetier. Déjà, le monsieur qui a fabriqué les briques pour que l'école soit construite. Donc, après avoir fabriqué les briques, on l'a enrôlé comme ça en tant que surveillant général. Vous voyez, ça parle en lingala avec les élèves. C'est comme ça de la cour d'école. Déjà, on voit les comportements déviants. Il y a des écoles comme ça qui ramassent tous les échoués des autres établissements. Déjà, on a cette école-là, il y a un peu de rigueur qui chasse ceux qui ont repris. Parce que les enfants aujourd'hui ne reprennent pas. Quand il a repris, obligé de changer d'école. Donc il y a des écoles comme ça qui ramassent tous ces résidus-là, qui les amènent chez eux. Vous arrivez dans une salle de classe, où l'enfant a des lèvres noires, c'est un véritable bandit, un coulna comme on le dit. Bon, comment on appelle sa règle, c'est quoi? C'est une pointe, on ne sait pas comment on appelle ça. Et parfois, donc quand tu vois le comportement de l'enfant, tu as même peur. Déjà, c'est difficile. J'ai été surveillant, comment on appelle, directeur d'une école comme ça. Malheureusement, j'avais démissionné 3 mois après. Parce que ça ne marchait pas. Vous parlez du banditisme au milieu scolaire. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être agressé par un élève en classe? Non, personnellement non. Je n'ai jamais été agressé parce que les enfants, bon, je ne sais pas, ils ont du respect pour moi, vu tout ce que je fais pour eux, quoi. Ils savent que moi aussi, je ne me laisse pas prendre. Je leur dis la vérité que moi aussi, je ne me laisse pas prendre. Donc, les enfants me respectent. Je n'ai jamais été victime d'un acte de banditisme vis-à-vis d'un élève. Mais il y a des profs qui sortent de la classe, hein. Sortent de la classe, il y a même des profs qui ont été chassés de salle de classe. Un professeur chassé de la salle de classe. Ils s'en vont comme ça et les enfants crient victoire. Et ça existe, le banditisme au milieu scolaire, ça existe. Surtout dans la plupart des écoles privées qui sont dans les quartiers périphériques. Là. Il y a un grand banditisme là-bas. Et vous n'avez pas enseigné. Il y a un élève qu'on a chassé qui dit à l'enseignant, monsieur Nabolaksayo, il fait comme ça, monsieur, je vous attends. Je vais vous montrer de qui je suis. Vous voyez déjà, c'est difficile. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a le banditisme. Monsieur Edgar, je vais scinder vos 27 ans de carrière en 3 générations. La première de 99 à 2008, ça c'est la première. Et la deuxième de 2009 à 2016. Et la troisième, enfin, de 2017 à 2026. Alors, vous allez me dire, parmi les 3 générations, laquelle vous a plus impacté, que ce soit positivement ou... non, c'est la première. C'est la première. Il y a positivement? Oui, positivement. Qui m'ont donné l'envie d'enseigner. À l'époque, je n'étais pas payé, je n'avais pas de salaire. Mais j'avais un engouement terrible. Pour moi, enseigner, c'était quelque chose, c'était comme une onction quoi, qui était en moi. Je ne pouvais pas me retenir. Je n'avais pas de salaire, je n'étais pas payé. Donc, aucun revenu à la fin du mois comme ça, mais j'avais une volonté terrible parce qu'en face de moi, j'avais des enfants qui aimaient recevoir. Donc, le fait même de travailler, de faire un exercice, ouais, déjà, ils sont très contents de recevoir. Et ils cherchent aussi à la maison. Si bien qu'il y a des DG dans ce pays, j'étais le nom des DG, hein, qui sont dans ce pays-là. Bon, comme je n'ai pas l'autorisation de citer leur nom, les DG qui sont dans ce pays, j'ai des colonels aujourd'hui, j'ai 2 députés. Ceux-là, je peux citer leur nom. Il y a le député Marem Obonzo et Nzonga, le député de Mosaka 2. Il y a aussi Ibam. Ibam, c'est mon élève. Je l'ai enseigné. Oui, j'ai enseigné Ibam, le député de Makabandilu, je l'ai enseigné. Donc, c'était une bonne génération où quand tu donnes, tu sens que les enfants reçoivent, ils te remettent. Et donc, il y avait comme une complicité entre l'élève et le prof. Ouais, donc, tu venais pour enseigner et tu trouvais aussi les apprenants devant toi qui avaient envie d'apprendre et puis de remettre ce qu'ils ont appris. Donc, ça, c'était la meilleure génération. Monsieur Edgar, comment évaluez-vous le niveau de l'enseignement aujourd'hui? Non, le niveau, tu n'as pas besoin d'être du corps enseignant pour le savoir. Le niveau a carrément baissé. Il va carrément baisser. Donc aujourd'hui, bon, c'est difficile. Aujourd'hui, tu peux te vanter du bac congolais sur la toile. Vous voyez ce qu'on voit sur Facebook, sur la toile. Il y a des gens qui exhibent leur baccalauréat, le bac mauritanien, de la Mauritanie. Vous avez le bac de la Côte d'Ivoire, mais tu peux avoir le bac congolais. Le bac congolais sur la toile, c'est un bac très faible, le niveau est très faible. C'est dû à quoi? Les chapitres sont connus en avance. Les chapitres sont connus en avance. Donc à l'époque, quand vous allez en terminale, tu ne peux pas savoir sur quel chapitre sera composé le baccalauréat. Vous voyez déjà, vous arrivez comme ça, ça peut être les normes complexes, ça peut être la suite numérique, ça peut être quoi. Mais aujourd'hui, là, on sait que l'exercice 1, c'est les normes complexes. L'exercice 2, c'est l'algèbre linéaire. L'exercice 3, c'est la fonction. Le 4, c'est soit la probabilité ou encore la statistique. Donc l'enfant est là, même s'il y a un enfant qui ne va pas à l'école, il peut rester sur la maison, il suffit de prendre les 2 exercices concernant ces chapitres-là, il peut s'en sortir facilement. Tout est préparé en avance. Tout est préparé en avance. Alors, lorsqu'on essaie un peu aujourd'hui, on nous parle aussi de comment on appelle, avec l'arrivée de l'IA et voire comment on appelle, de l'informatique. Quelles sont les matières qu'il faudrait ajouter Oui, effectivement, l'informatique, c'est très capital. Très capital aujourd'hui. Bon, l'outil informatique permet aux enfants de travailler avec un peu plus d'aisance. Avec un peu plus d'aisance, même si certains essaient un peu d'en profiter négativement, peut-être de faire ce qu'il ne faut pas faire, mais en réalité, c'est un élément très important. Parce qu'à l'époque,
vous avez un sujet de mathématiques, vous devez photocopier et donner à tous les enfants. Moi, aujourd'hui, nous avons des groupes WhatsApp, par exemple, avec les groupes de classe. Vous avez un sujet, vous mettez directement sur la toile. Et l'enfant a le sujet depuis chez lui à la maison. Donc, tu peux donner un devoir à faire à la maison depuis chez toi à la maison. Donc, tu mets le sujet sur le groupe, et les enfants vont travailler et ils reviennent avec. Donc, je pense que l'outil informatique est très important si nous le prenons de son côté positif. Alors, c'est quelque chose que les autorités et les décideurs doivent tenir compte. Mettre en place tous les éléments nécessaires pour permettre aux enfants d'être plus à l'aise dans ce domaine-là. En dehors de l'informatique, est-ce qu'il n'y a pas une autre matière qu'on peut ajouter au programme? Une autre matière, bon, je ne vois pas, hein, ça peut-être... L'entrepreneuriat, par exemple? Oui, mais ça existe. Hein. Il y a des écoles qui le font déjà aujourd'hui. Dans les écoles techniques, il y a des écoles qui font déjà ça. Il y a des matières qu'on a ajoutées, mais qui ne sont pas officielles. Alors, il faut que ça soit quelque chose de fait par tout le monde, officiel et reconnu par tout le monde. Au niveau de l'enseignement général. Voilà, au niveau de l'enseignement général aussi. Il y a des choses qu'il faut ajouter. C'est très important. Alors, lorsque vous regardez toutes les matières qui se font au niveau de l'enseignement général, est-ce qu'il y a des matières par rapport à l'évolution des temps ou du temps, est-ce qu'il y a des matières qui nécessitent qu'on enlève pour remplacer d'autres? Il n'y en a pas. Les gens souvent parlent de la philosophie, mais la philosophie est très importante. Très importante. Le raisonnement philosophique est très important. Si bien qu'il y a même des enfants qui sont en déquem de la philosophie, qui adorent la philosophie. Non, je ne vois pas. Il y a peut-être des matières à ajouter, mais pas à retrancher. Je ne vois pas. Mais d'autres disent, par exemple, en géographie, par exemple en terminale, la cause de Cuba, par exemple. Pour nous, actuellement, ça n'a pas. Bon, ça vient des panafricanistes. Il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, bon, c'est pas toujours bien d'étudier la Chine, d'étudier la Russie, tout comme ça. Bon, je pense que ça c'est un point de vue particulier, mais en général, je pense qu'il n'y a rien à retrancher, hein. C'est toujours important. Même s'ils n'étudient pas nos cultures ou encore, comment on appelle, nos histoires, mais je pense que c'est important quand même. Nous avons fait le premier pas. Ils peuvent suivre ça un jour, mais nous avons fait le premier pas. Donc je pense qu'il n'y a rien à retrancher. C'est toujours important. Rien à retrancher. Monsieur Edgar, nous serons bientôt à la fin de cette émission, mais je vais vous poser cette question. Quelle est la chose la plus dure d'être professeur aujourd'hui qu'il y a 26 ans? Oui, la chose la plus dure aujourd'hui d'être professeur, c'est le fait que, comme je l'ai dit tantôt, on a essayé un peu d'alléger toutes les choses. Alléger toutes les choses, la composition des sujets, tout qu'on sort, ça a ouvert le champ à tout le monde de venir à l'école. Oui, déjà. Et la diminution aussi par rapport aux examens d'État. Et déjà, nous on a un problème de surveillance, hein, on a un problème de surveillance, tout qu'on sort. Il y a beaucoup de choses qui font que tout le monde aujourd'hui peut étudier. Le niveau actuel, il y a des enfants qui ont le bac aujourd'hui qui ne pouvaient pas l'avoir hier. Oui, déjà, ils ne peuvent pas l'avoir hier. Mais comme on a ouvert, n'est-ce pas, les portes à tout le monde peut venir à l'enseignement. Donc le grand problème, c'est celui-là. Le banditisme au milieu scolaire, c'est ça. Parfois, vous voyez des enfants, quand tu le vois comme ça, tu te poses la question de savoir comment l'enfant l'a fait pour avoir le BPC. Comment il a fait pour avoir le BPC? Même son propre nom, il n'arrive pas à écrire. Son propre nom. Comment il a fait pour avoir le BPC? Vous voyez déjà, quand vous allez au lycée de la Révolution, en vague B, mais il faut être fort pour enseigner en vague B. Moi, j'enseigne en vague B, il m'arrive des moments où je suis seul dans un grand bâtiment. Seul, hein? Je suis seul dans un grand bâtiment. Parce que certains professeurs n'arrivent pas. Ils ont peur. Vous voyez, un professeur, à l'époque, c'est le professeur qui tenait l'enfant, qui le punissait. Moi, je vois un professeur qui sort de la classe pour aller chercher le surveillant général parce qu'il a peur d'un enfant. Vous voyez déjà, c'est difficile. Tout ça, c'est parce que, bon, on a donné la possibilité à tout le monde de venir étudier. Or, si on pouvait remettre encore un peu de sérieux, un peu la dureté des choses dans le domaine de la composition des sujets, dans le domaine d'apprentissage, certains enfants ne seraient peut-être pas là. On allait permettre à l'élite de pouvoir émerger, des enfants qui ont les aptitudes de pouvoir continuer, quoi. Mais aujourd'hui, c'est donné à tout le monde de pouvoir continuer. Vous voyez, un enfant qui arrive là, il est en première, bon, avec toutes les possibilités, tout comme ça, il arrive en terminale, et puis bon, les conditions font qu'il s'admet au baccalauréat. Et c'est la raison pour laquelle, comme vous voyez, nombreux aussi ne continuent pas l'université. Après le baccalauréat, ils sont là dans les cabines téléphoniques, tout comme ça, parce que bon, les possibilités leur ont été offertes. Mais sinon, je pense que c'est le grand obstacle. Il faut que l'État reprenne les choses en main. Et c'est un peu de mettre la discipline, l'ordre dans les établissements. Et vous allez voir que les choses vont marcher. Vous avez un professeur qui est communautaire, un monsieur qui n'a pas de salaire. Il est communautaire, il n'a pas de salaire, il vient enseigner. Voilà, il a pris une moto, il arrive devant le lycée de la Révolution, il n'a pas 500 pour payer la moto. Il demande aux enfants de payer la moto. Bon, un tel professeur ne peut pas être efficace devant les élèves. Non. C'est ça les élèves qui se font cotiser, tout comme ça, on donne 500 francs et on donne le professeur. Et quand le professeur arrive en classe, il ne peut pas déclarer un devoir. Parce qu'il y a une chose que les enfants n'aiment pas, c'est le devoir. Imagine les enfants qui ont payé la moto. Tu arrives en salle, tu veux déclarer qu'aujourd'hui on a un devoir. Tu auras des problèmes. Ouais, déjà, bon, ces jeunes-là ne sont pas payés, les communautaires ne sont pas payés. Ils sont payés parfois une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, peut-être on ne sait pas l'année. C'est pas facile. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, ça devient difficile. Même si vous avez la volonté de travailler, mais quand vous voyez le flou, la masse des gens qui sont autour de vous, les élèves et tout comme ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'on a les élèves de tous les horizons. Ils sont en face de vous.
Voilà un peu ça. Dans 2 mois, c'est la rentrée scolaire. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à vos élèves de l'année prochaine? Bon, mais à mes élèves, je pense que pour ceux qui ont échoué au baccalauréat, rien n'est encore fait. Ils peuvent répondre parce que l'échec prépare également l'avenir. On a des enfants, moi par exemple qui vous parle, moi j'avais échoué à mon brevet. En 1989, quand j'ai échoué à mon brevet, ce qui m'avait poussé à faire les mathématiques. Voilà, en étant échoué, j'ai pris mon tableau. Le premier jour où j'étais échoué, j'ai pris mon tableau, je me suis mis à travailler, ce qui a fait que je puisse aujourd'hui devenir professeur de mathématiques. Donc à tous ceux qui ont échoué, ils n'ont qu'à prendre leur courage à bras le corps. Et puis bon, l'année prochaine, ils vont répondre avec les études. Maintenant, pour ceux qui sont admis au baccalauréat par exemple, ça ne fait que commencer. Le monde universitaire, c'est un monde très vaste. Aujourd'hui, je leur souhaite bon courage pour la suite de leurs études. C'est tout ce que je peux leur dire. Dernière question, pour un dernier mot peut-être aussi à l'endroit de vos futurs collègues de l'année prochaine. Donc, aux collègues de l'année prochaine, je leur demande un peu de sérieux. De ne pas voir les intérêts particuliers, de voir l'intérêt de la nation, parce qu'aujourd'hui, même s'il y a des choses qui ne marchent pas, mais qu'on ne veut pas, nous avons une élite à préparer. Le Congo de demain, ce sont les enfants que nous avons dans nos salles de classe. Donc nous sommes tenus de les prendre au sérieux, de les encadrer, malgré les conditions difficiles. Nous sommes là pour les encadrer, parce qu'on ne voit pas toujours nos intérêts particuliers, il faut aussi voir l'intérêt de la nation. Parce que tous ceux qui sont les gouverneurs d'aujourd'hui là, ils étaient des élèves hier, mais s'ils étaient mal encadrés, ils ne seraient pas là aujourd'hui. Donc nous devons faire la même chose pour préparer la relève de demain. Je pense que c'est tout ce que je peux dire. Monsieur Edgar, merci d'être venu. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, vous pouvez faire comme Monsieur Edgar, si vous avez envie, vous avez une histoire, une anecdote à partager sur votre métier ou sur un sujet donné de votre sujet donné de la vie. Il suffit juste de nous contacter via le numéro qui s'affichera à la fin ou qui s'affiche à la fin de cette émission. Et donc, merci à vous. Merci également à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Je vois Vanille Péné, Ernest Kibomba, Junior Gatungo, notre réalisateur, sans oublier notre directeur technique, Réchi Founadé. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.